Bonsoir Serge, merci. Bonsoir Christian Chesneau, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes donc grand reporter à France Inter depuis 2005, spécialiste sur la région. Vous avez écrit de nombreux livres sur le Proche, le Moyen-Orient. Votre dernier ouvrage, justement, intitulé « Qatar, les secrets du coffre-fort », va paraître dans quelques jours aux éditions Michel Lafon. On reviendra dessus tout à l'heure. C'est un livre que vous avez coécrit avec votre confrère Georges Malbruno. Georges Malbruno, avec qui vous avez été enlevé en Irak par l'armée islamique d'Irak. C'était le 20 août 2004. Avant de commencer cette interview, j'aimerais d'abord qu'on regarde ce clip ensemble et puis on reviendra dessus très rapidement. احنا صحفيين فرنسيين. انا كريستيان شينو من اذاعه فرنسا الدولي. انا مع زميلي جورج مالبرونو من لو فيغارو. Je voudrais dire à ma famille d'abord que tout va bien. On est gardé, on est détenu dans des bonnes conditions, dans des conditions normales. Le 22 décembre 2004, Christian Chesneau et Georges Malbruno débarquent au Bourget après 124 jours de détention. Voilà, donc comme on l'a vu, 124 jours de captivité, près de 9 ans plus tard. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui reste de ce calvaire? Ça reste comme une histoire un peu extraordinaire qui s'est bien terminée, heureusement, parce que là, le reportage faisait allusion à notre collègue Enzo Baldoni qui n'a pas eu cette chance parce que lui a été exécuté par nos ravisseurs. Donc on s'en est très bien sorti. Voilà, on a été plongé au cœur d'une histoire qui nous a dépassé parce que nous, à l'époque, on était journalistes de base, entre guillemets, on couvrait le conflit, on s'est fait kidnapper sur une route à Nadjaf, allant à Nadjaf. Et donc, c'est vrai que ça a été une expérience intense, douloureuse, et puis en même temps, quand on en sort vivant, en bonne santé, entier et à deux, c'est vrai qu'après, on peut reprendre sa vie de manière, je dirais, fortifiée, et on apprécie effectivement la vie avec peut-être plus d'ampleur, quoi. Et malgré cette expérience, vous ne gardez aucun ressentiment vis-à-vis de la région. Vous continuez à couvrir cette région. Vous venez de rentrer de Bagdad, d'ailleurs. Pas du tout, genre justement, parce que les gens me posaient beaucoup cette question, et c'est ce que j'ai dit à mes amis à Bagdad, parce que j'étais à Bagdad le week-end dernier, où j'ai fait une conférence à l'Institut français d'Irak. Effectivement, j'ai pas du tout de ressentiment par rapport aux gens, parce que les gens, eux, sont innocents. C'est pas parce que vous avez une ultra-minorité qui commet des actes répréhensibles qu'il faut condamner tout le monde, et que tout le monde est à mettre dans le même sac. Donc moi, après cette aventure malheureuse, mais qui s'est bien terminée, moi j'ai repris mon travail à la radio, Georges au Figaro, et donc on a repris nos chemins et on est toujours passionné par cette région parce que je pense que c'est une région qui nous est chère et puis qui a quand même beaucoup d'influence sur l'Europe. Hein, il y a des convergences, il y a des confluences entre nous. Et donc là, on vient de commettre ce livre qui va sortir dans quelques jours à Paris, qui s'appelle « Qatar, les secrets du coffre-fort ». Est-ce que ça a changé la façon dont vous pratiquez votre métier? Oui, parce qu'on se pose quand même beaucoup de questions. On se dit, est-ce qu'on n'a pas franchi une ligne rouge? Est-ce que l'information vaut la vie d'un journaliste? Et la réponse est non. Et donc, c'est vrai qu'on peut être peut-être plus en retrait. Moi, je ne vais plus sur les terrains à risque. Je ne vais pas aller à Alep, sur la ligne de front, par exemple. Mais je suis toujours passionné par cette région et j'ai toujours à cœur d'expliquer, en tout cas, de faire comprendre à l'opinion française que cette région du monde, elle est complexe, il y a des gens qui vivent, qui ont souvent les mêmes préoccupations qu'en France ou en Europe, mais ici le poids de l'histoire, le poids de la religion, le poids des traditions, le poids de la géopolitique aussi, fait que c'est une zone médiatique et que le monde entier s'y intéresse. Aujourd'hui, la France est le pays occidental avec le plus grand nombre de ressortissants pris en otage devant les États-Unis. Donc avec la famille française qui a été capturée au Cameroun le mois dernier, on recense désormais 15 otages français, tous retenus en Afrique. Comment expliquer que les Français soient devenus la nouvelle cible des ravisseurs? Ça, j'ai pas vraiment d'explication. Hein. Alors pour l'Afrique, peut-être parce que là, évidemment, la France a une histoire avec l'Afrique et donc on a plus de ressortissants que les Américains. Vous pensez que l'intervention française au Mali a augmenté ce risque pour les Français? Non, parce que les Français avaient déjà été pris en otage avant, sauf mis à part la famille du Cameroun, mais parce que les enlèvements avec AQMI datent de 2 ou 3 ans. Mais c'est vrai que la France, peut-être par sa politique, par son influence, est pris pour cible. C'est vrai que, mais pas simplement, il y a eu des Allemands qui ont été pris en otage, des Espagnols. Donc je crois que maintenant, on vit dans un monde, en tout cas dans cette région du Sahel, où chaque visage pâle est une cible. Hein, et après, on demande la nationalité. Et il se trouve qu'évidemment, les Français sont plus nombreux. Je voudrais revenir à votre livre, donc Qatar, les secrets du coffre-fort, que vous avez coécrit avec Georges Malbruno. Vous menez une enquête sur le pays et son influence grandissante, une influence qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui. Le Qatar investit partout, et dans tous les secteurs. Pourquoi? C'est une façon aussi de... Bon, déjà,
Ils ont beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il faut le dire, il faut rappeler, le Qatar, depuis 2003, n'a plus de dette et il dégage chaque année 50 milliards de dollars en gros d'argent de poche pour investir ici ou là. Donc ils investissent parce qu'ils ont de l'argent à dépenser, voilà. Ils investissent, disent-ils, pour les générations futures. Ils investissent aussi parce qu'ils ont des pulsions d'acquisition, c'est des nouveaux riches, donc ils aiment bien acheter des grands hôtels, des choses comme ça, Porsche, voilà. Et puis, il y a une stratégie effectivement de nouer des liens avec l'Occident, avec des grands pays, pour aussi assurer la sécurité. Et dans leur optique, comme c'est un tout petit pays, il faut rappeler 200 000 nationaux, une armée lilliputienne, à peine 10 000 hommes, et ils se disent la meilleure façon de se protéger, eh bien, c'est de nouer des liens financiers, économiques, culturels, politiques, diplomatiques avec toutes les grandes puissances, parce que si un jour on nous attaque, eh bien, ces grandes puissances viendront à notre secours. Le livre s'appelle « Les secrets du coffre-fort ». Quels sont ces secrets ? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'informations, mais il y a quelques scoops qu'on révèle dans le livre. Notamment, on révèle comment le Qatar, en tout cas Hamad Ben Jassem, le ministre des Affaires étrangères, a essayé d'acheter le veto russe à l'ONU dans la crise syrienne. Parce que pour le Qatar, tout est achetable. C'est-à-dire tout a un prix, tout est achetable, il suffit de mettre le prix. Donc ça, c'était une des informations. On raconte aussi comment ils investissent et comment par exemple dans la Ligue arabe, comment ils prennent, ils achètent entre guillemets les armes dans la Ligue arabe, les voies, etc. Donc voilà, il y a tout. On décrit un peu leur entrisme, voilà. Alors, on décrit aussi leur agenda politique, diplomatique, voilà. Militaire aussi. C'est devenu, le Qatar est devenu un acteur majeur tant sur le plan donc financier, comme on a vu, que sur le plan diplomatique. On assistait à une véritable explosion sur la scène internationale, notamment avec l'intervention en Libye d'abord aux côtés de l'OTAN, puis ensuite en finançant, en armant les rebelles libyens, et aujourd'hui en Syrie. Oui, là, le tournant vraiment pour le Qatar, c'est la guerre en Libye. C'est-à-dire que là, la guerre en Libye, avant, le Qatar, c'était plutôt un médiateur qui facilitait la résolution des crises au Liban, au Darfour, en Palestine. Voilà. Donc, voilà, il jouait le carnet de chèques et les médiations. Après 2011, effectivement, là, ils sont pleinement acteurs dans les révolutions arabes, et notamment la première en Libye. Ils vont quand même livrer 20 000 tonnes d'armes, ils vont envoyer des forces spéciales, ils vont bombarder avec les Français les positions de Kadhafi. Donc là, et c'est là que l'émir se rend compte de la notoriété et de la puissance que procure l'outil militaire. C'est-à-dire qu'à partir de moment, ce qu'il n'avait jamais vécu avant, et donc à partir de là, ils vont s'impliquer de plus en plus. Et avec Bachar et l'Assad et le régime syrien, il y a effectivement une espèce de duel à mort dont on décrit dans le livre, c'est-à-dire que l'un ou l'autre devra partir, l'émir ou Bachar. Mais, et à votre avis, ça sera lequel ? C'est vrai que Bachar est plus dans une situation difficile, hein, mais ce que je veux dire, mais il peut y avoir une espèce de situation de ni vainqueur ni vaincu, une espèce de pourrissement qui peut durer encore quelques mois, hein, et il peut y avoir un contre-feu sur le Qatar, parce que à partir du moment où on passe d'une situation de médiateur à une position de combattant, on se fait des ennemis. Et là, en ce moment, le Qatar a beaucoup d'ennemis. Histoire à suivre. Histoire à suivre. Le mot de la fin. Merci à vous. Christian Chesneau, merci beaucoup d'avoir été l'invité du Journal en français.